Donc, Madame la Ministre, chère Françoise, je suis ravie de vous accueillir ce soir après 6 mois de direction du ministère de la Culture. Alors, il faut dire que vous avez été accueillie un peu comme le Messie à la tête de ce ministère. Il y a 6 mois, vous aviez la réputation d'être une amie des arts, une amie de la littérature et en même temps une parfaite femme d'affaires, une très grande gestionnaire, puisque vous avez dirigé, avant d'être ministre, avec votre mari Jean-Paul Capitani, les éditions Actes Sud, auxquelles vous avez succédé à votre père, Hubert Nissen. Vous avez créé aussi une magnifique école en 2015, suite à la mort de votre fils, le domaine du possible. Et vous arrivez au ministère de la Culture, un ministère sinistré, il faut bien le dire, où les subventions avaient sombré au fil de la présidence Hollande. Un ministère où depuis 1997, depuis Catherine Trautmann, 10 ministres se sont succédés. Ça fait une moyenne de 2 ans par ministre. C'est peu quand on veut faire une politique culturelle forte. Alors, dites-nous d'abord comment on passe du métier d'éditrice au métier de ministre de la Culture. Comment ça s'est fait ? Il y a plusieurs façons de répondre. La plus vraie. La plus vraie, un engagement. Je crois que c'est vraiment... C'est d'ailleurs ce que j'ai dit au président quand il m'a sollicité pour cette mission. J'étais assez stupéfaite que cela me soit ainsi proposé. Étant quelqu'un du terrain, ayant été toujours à Arles, à faire ce que je faisais sur le terrain, sur, je dirais, la vie culturelle, c'était vraiment mon occupation depuis 40 ans que où on avait démarré l'aventure avec mon père et ensuite avec Bertrand Pi et Jean-Paul Capitani et développé toute cette vie culturelle. Et quand la question m'a été posée, la mission proposée, je me suis dit, voilà, c'est un engagement, c'est important d'y aller. Je pense que quand on a reçu, c'est un pays qui m'a accueilli. Parce que vous êtes belge d'origine. Voilà, il y a 40 ans, je suis arrivée là, j'ai pu exercer un métier fantastique, faire des choses extraordinaires, toujours avec l'idée de faire de faire en fonction d'une conviction. Et quand on me demande de servir ce pays qui m'a accueilli, je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce qui me permettrait de refuser d'aller, de porter tout ce à quoi je crois depuis toujours. Donc, je me suis dit que bon, il fallait y aller. J'étais assez interrogée, questionnée par tout cela, mais je me suis dit que bon, voilà. Vous n'avez pas douté de votre compétence, de votre légitimité? Tout le temps. Enfin, ça, c'est. J'avance avec les questions. Et j'ai toujours avancé comme ça. Donc, je vais continuer. Mais on peut être dans le questionnement, dans le doute, et pour autant avoir des convictions et avoir des déterminations. Et c'est, disons, un petit peu dans cet esprit que je suis arrivée et que j'ai embarqué là-dessus et que j'essaye d'avancer. Alors, c'est quoi vos convictions? Alors, au moment où on arrive, c'est quand même un moment particulier. C'est une France qui vient de voter, où sont apparus au grand jour des fractures, des sentiments d'exclusion forts, des retranchements. C'est le moins qu'on puisse dire, puisque sinon, on n'aurait pas observé cette division et ce repli identitaire d'une partie de la population dont il faut se poser la question du pourquoi. Donc je suis arrivée face à cette situation et je me suis dit qu'il y avait un véritable défi politique. J'ai la conviction que la culture, qui est ça peut être un vrai facteur, et je l'ai vécu au plus près, un vrai facteur de cohésion, un vrai facteur de confiance, d'envie, de responsabilité, d'une certaine façon, d'enchantement, de possibilité de faire. Et je me suis dit que là, il y avait quelque chose d'important à faire, à travailler là-dessus.
Et je dois dire qu'après 6 mois, je ne fais que confirmer cette nécessité de ce défi politique majeur de faire en sorte que la culture puisse porter quelque chose qui rassemble, quelque chose qui permet à tout un chacun de s'exprimer. Et pour autant, il faut que cette culture soit accessible à tout un chacun. Oui, mais Madame la Ministre, moi, c'est ce que je répète, c'est ce que tous les journalistes de Télérama répètent à longueur de colonne, ce que vous venez de dire, et je le partage totalement. Mais concrètement, depuis que vous êtes là, qu'est-ce qui a été fait ? Alors, concrètement... Parce que Jack Lang se vante toujours, le grand Jack Lang que nous aimons tous, qu'il a été nommé en 81. 3 mois après, toute sa politique était décidée, les grandes décisions prises. Alors concrètement, sous le ministère Nyssen, qu'est-ce qui a été fait ? Alors, qu'est-ce qui se fait ? Parce que il y a quand même une durée, c'est pas vrai que ça se fait du jour au lendemain. Mais je vais vous dire une petite chose très concrète. Dès mon arrivée, 2 choses. Alors, il faudra y revenir parce que ça peut paraître un peu complexe. Une présentation à l'Europe, parce que la conviction partagée pour la situation en France, elle est aussi pour l'Europe. Donc l'Europe doit se refonder par et pour la culture. Et pour cela, il y a des positions à défendre pour que cette culture puisse exister, pour que les créateurs puissent créer, pour que les artistes soient reconnus, pour que les œuvres puissent circuler et en même temps continuer à exister par leurs créateurs qui pourraient en tirer leurs moyens de vie, donc le partage de la valeur, etc. Donc, dès mon arrivée, une réunion à Bruxelles déterminante. On reviendra, si vous voulez, parce que c'est assez technique, mais ça vaut la peine d'en parler parce que c'est très, très concret. Des mesures assez conséquentes qui sont prises. Et là, c'est quelques jours après mon arrivée. Et quelques jours après mon arrivée, une rencontre déterminante qui correspond d'ailleurs à un des piliers de la politique que nous menons, et que nous menons, je dirais presque tambour battant depuis le début, et qui s'est concrétisé encore ce matin, et on en parlera. C'est une rencontre avec Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Vous avez dit que j'ai créé une école. J'ai la profonde conviction que tout démarre à l'école. L'école, c'est partout, c'est sur tous les territoires, c'est tout le monde. Si on veut toucher et permettre aux jeunes de se sentir autorisés à la culture, pas exclus, que c'est aussi pour eux, eh bien ça commence à l'école. Et si on peut espérer une école de plus de confiance, de plus de responsabilité, la pratique artistique à l'école, dès le plus jeune âge, est un vecteur essentiel. Et donc, oui, mais comment on le fait concrètement ? Parce que l'éducation artistique, on en parle depuis Jack Lang, et on le Catherine Tasca, on n'y est jamais parvenu. Absolument, vous avez raison. Et il y a eu Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a eu un premier rapport qu'ils ont établi en l'an 2000, et c'est vrai que depuis, on se dit, alors il y a des choses qui se sont passées, il y a des mesures, mais l'idée là, c'est 100% des enfants, au plus vite, ayant accès à cette pratique. On dit plutôt que éducation, qui est encore une chose qu'on apporterait du haut vers l'école, une pratique, c'est-à-dire que chaque enfant puisse faire du théâtre, de la musique, lire et s'enrichir et se grandir. Alors, comment ? Typiquement, dès la rentrée, on a lancé l'idée de la rentrée en musique, pour donner le là, si je puis me permettre. Ça existait en Suisse, je crois, ça, non ? Alors, je ne sais pas. Certainement parce qu'on est entouré de pays où ceci se fait de façon beaucoup plus intense. Et c'est vrai qu'on était terriblement en retrait par rapport à ça. Donc une rentrée en musique avec des interrogations, mais comment est-ce qu'on va faire ? Et on a proposé à chacun, on a écrit à l'ensemble des établissements scolaires, on a réuni l'ensemble des directeurs régionaux des affaires culturelles et les recteurs pour leur annoncer le fait de le faire, et on leur a dit, faites comme vous pouvez, là où vous êtes, soit avec le professeur de musique, soit avec les gens du conservatoire, soit avec une association, comme vous le sentez, allez-y. Et ça existait, la rentrée. Bon, ça, c'est un premier signal. Mais aujourd'hui, et ça tombe bien qu'on se retrouve aujourd'hui, nous avons lancé ce matin
en allant dans une école où cela se pratique, au collège Gustave Flaubert dans le 13e, nous avons lancé ce qu'on appelle le plan choral. Parce effectivement, on ne peut pas lancer des choses tous azimuts, et on a décidé d'appuyer ça sur des actions lecture très fortes et des actions musique. Bien sûr, le théâtre aussi. Et il y a beaucoup à dire là-dessus, parce que le théâtre, c'est vraiment un art complet qui permet d'appréhender tout ce qu'il y a lieu d'appréhender pour justement ce parcours éducatif. Mais comment faire pour que ça ne soit pas des effets d'annonce? Parce que quand le ministre de la Culture annonce par exemple qu'il n'y aura plus de portables dans les écoles, les enseignants n'ont pas le droit de fouiller dans le cartable des enfants. Donc concrètement, c'est magnifique à dire, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Alors concrètement, l'idée c'est que dès l'école primaire, bien sûr, dans les classes, des chorales avec les enseignants et l'aide de gens du conservatoire ou des enseignants formés à cet effet par le ministère de la Culture. Mais au collège, on a prévu 2 heures, sont prévues, puisque c'est dans le cadre de l'éducation nationale, 2 heures de pratique de chorale par semaine pour les élèves. Et pour cela, ce sont des budgets. On va parler simple, hein, c'est très concret. Ce sont des budgets. Et d'ailleurs, j'aurais pu commencer par là, mais c'est vrai qu'on a toujours envie de donner du sens et de dire les choses plutôt que de parler. Vous avez réussi à préserver votre budget. Alors, non seulement Bravo. Nous avons préservé et conforté le budget qui a un niveau historique depuis de nombreuses années, mais en plus de ça, on a dédié et on a augmenté de plus de 30 millions le budget pour toutes les actions d'éducation artistique et culturelle. Et typiquement, on participe avec l'éducation nationale à hauteur de 20 millions d'euros pour lancer ce plan choral. C'est très concret et ça veut dire que dès la rentrée prochaine, dans un collège sur 2 en 2018 et tous les collèges en 2019, alors qu'aujourd'hui c'est 1 sur 4, il y aura une chorale. Et nous avons été le faire au collège... lancer ce plan au collège Gustave Flaubert, où précisément la pratique existait. Nous avons vu des jeunes chanter des créations élaborées avec un artiste qui est venu les accompagner, une metteur en scène. Donc cette parfaite, et tout ça avec l'énergie du professeur de musique de ce collège. Donc c'est une parfaite complicité entre éducation et culture. Et ça se fait. On a aussi annoncé qu'en juin, on ferait la fête de la musique à l'école, encore un nouveau moment. De nouveau, la fête de la musique, la rentrée en musique à la rentrée prochaine. Ce sont des éléments très concrets. Mais alors justement, pour le pass culture, qui avait été un des points forts d'Emmanuel Macron, qui était l'idée de donner, copier sur l'Italie ce qu'avait instauré Matteo Renzi, de donner à chaque jeune de 18 ans un pass, enfin l'équivalent de 500 € qu'il pouvait dépenser. Ça n'a pas marché en Italie, puisque je pense qu'ils vont arrêter en 2018, d'après ce que j'ai lu. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ce n'est pas un gadget? Ça va quand même coûter 5 millions d'euros qu'on aurait pu mettre dans l'éducation artistique, qui en aura besoin, parce que c'est un projet individuel de dépenser 500 €, c'est pour soi. Ça n'a rien d'un apprentissage un peu en commun de la culture. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette idée soufflée par Emmanuel Macron? Je vous ai laissé la développer justement pour vous dire... pour me contredire. Pas pour vous contredire, pour avancer par rapport à cette idée. Et on va avancer très clairement. Lundi 18, lundi prochain, on fait une première séance de travail sous forme d'un laboratoire ouvert, Open Lab, excusez, voilà, on va le faire à la MC 93, où seront rassemblés des professionnels qui souhaitent participer à ce Pass Culture et des jeunes qui vont commencer à réfléchir et à le tester. Pour vous dire que donc voilà une chose très concrète, un moment de lancement, d'élaboration. On a, pour réfléchir à ça, c'est vrai que quand on le présente comme vous le dites, effectivement, ça donne l'idée d'un gadget. Mais ça fait 6 mois qu'on travaille et qu'on réfléchit là-dessus. D'abord, quand
on a la conviction et qu'on met en place un parcours artistique et culturel pour l'enfant dès le plus jeune âge, l'idée de lui permettre de rentrer dans la vie adulte en lui disant « Tiens, voilà un passeport qui est culturel. » Mais il y a telles inégalités sur le territoire. Comment il pourra aller au Alors justement, ce sera théâtre, toute la réflexion qui va s'élaborer. Et c'est vrai que c'est des éléments qui vont commencer à émerger lundi, mais je peux vous dire que on a travaillé d'abord en prenant en compte toutes les expériences. On a réuni toutes les expériences de Pass Culture qui se faisaient sur les territoires, dans les régions. On a été en Italie pour voir ce qui s'est passé. Alors, c'est vrai que vous dites que ça... ça se revend au marché noir, les passes. C'est ce qu'on dit, mais il y a quand même 60% des jeunes qui y ont été. Après, c'est le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Et il y a des écueils. Et c'est toujours intéressant de voir une expérience qui s'est faite parce que du coup, on apprend des choses qui ont ou moins bien marché, ou des écueils qu'on a pu observer. Ça ne veut pas dire pour autant que ils ont tous fait de l'échange au marché noir, etc. Donc c'est quelque chose qui existe. Et d'ailleurs, à tel point que quand je rencontre mes homologues ministre européen de la Culture, et en premier lieu Dario Franceschini, ministre européen de la Culture en Italie, que j'ai été voir pour l'interroger là-dessus, eh bien, quand je lui dis que nous allons lancer notre passeport culturel, il dit, écoutez, on pourrait peut-être en faire un passeport culturel européen, pour vous dire que j'imagine que ça n'a pas si mal marché que ça pour qu'il ait encore envie de continuer l'aventure, contrairement à ce que parfois peut-être on peut lire ou dire. Et donc on a pris en main le problème en prenant d'abord la réalité de ce qui s'est fait et en réfléchissant avec des jeunes et en travaillant avec ce qu'on appelle... C'est une start-up de l'État avec le secrétaire d'État au numérique. Et on a un chef de projet qui dirige cette start-up et qui a pris le problème en main et qui était en train d'imaginer des choses absolument formidables. Et ce que je peux vous dire, c'est que la méthode est une méthode de co-construction qu'on fera avec les jeunes, les utilisateurs et avec les opérateurs, qui peuvent être des opérateurs... des musées, des lieux qui vont construire petit à petit. Ce sera un outil et qui va s'incrémenter des propositions au fur et à mesure de l'avancée. Et ça permettra, entre autres, pour aller, parce que vous parliez de pratique, eh bien c'est précisément une des choses qu'on a envie de voir inscrite dans cet outil, la possibilité d'avoir accès à la pratique artistique, un stage de hip-hop, un stage de musique, un stage de théâtre, aussi accéder à cette pratique. Alors, accéder aux livres aussi, c'était l'idée des bibliothèques ouvertes le dimanche ou tard le soir. Et attendez, je m'excuse, parce que oui, c'est vrai qu'on a parlé de concret, et je trouve que c'est bien, effectivement, de donner des repères. Donc, une réunion le 18 décembre, des expérimentations sur le terrain. Et bien sûr, puisqu'on va commencer à réfléchir en Seine-Saint-Denis, on va le prendre aussi comme terrain d'expérimentation, évidemment. Une région, on verra, on en dira plus à ce moment-là. Et l'idée, c'est de pouvoir commencer à la rentrée 18. Oui, alors Françoise Nyssen, vous défendez toujours, et à juste titre, une politique culturelle de proximité dans les territoires, rendre l'accès à la culture pour tous les Français. Et par exemple, en ce qui concerne la lecture, vous défendez l'ouverture des bibliothèques le dimanche et même tard le soir. Mais comment vous allez faire, puisque c'est les collectivités locales qui payent les bibliothèques municipales ? Comment vous allez faire alors que par ailleurs, l'État réduit considérablement leurs moyens? Alors, beaucoup de choses à dire. D'abord, l'État ne réduit pas les moyens des collectivités locales. Les dotations n'ont pas baissé. Un peu quand même. Non, François. Les dotations n'ont pas baissé. Elles ont énormément baissé les années précédentes, effectivement. Et donc, ce n'est pas facile. Il est demandé de gérer leur budget de fonctionnement
en fonction de l'inflation. Et donc, ce n'est pas facile. Et c'est vrai que pour les collectivités locales, ce n'est pas un exercice facile, mais ce n'est pas une baisse de dotation. Je crois qu'il faut le dire et le redire, parce que c'est vrai que c'est ça. C'est pas ce qu'elles disent à longueur de colonne. Hein. Non, maintenant, regardez, vous verrez, je pense qu'après le congrès des maires, et beaucoup de choses ont été dites. Il y a des prises de parole importantes, et notamment du président qui s'est exprimé très clairement là-dessus. Et je pense que maintenant, les choses sont rétablies dans ce qu'elles sont. Ça ne veut pas dire pour autant. On vit dans une situation économique qui a changé et on vit avec des budgets contraints, ça c'est une évidence. Et chacun participe à sa manière. Mais non, les dotations n'ont pas baissé à ce budget PLF 2018, enfin loi de finances pour 2018, ce n'est pas le cas. Mais pour autant, c'est vrai que vous avez raison, c'est principalement les collectivités locales qui financent les bibliothèques. Rendez-vous compte, parce que c'est important de le dire, qu'il y a autant de bibliothèques que de bureaux de poste. 16 000 sur l'ensemble du territoire. Donc, effectivement, quand vous parlez de l'importance de la culture de proximité, les bibliothèques sont vraiment le lieu du maillage et de la proximité. Il n'y a jamais à plus de 20... On a toujours une bibliothèque à moins de 20 minutes de chez soi. Pour autant, en France, bizarrement, les horaires d'ouverture des bibliothèques ne sont pas très étendus. Si on compare par exemple les ouvertures, le nombre d'heures par semaine des grandes bibliothèques dans les grandes villes en France, ça ne dépasse pas 40 heures par moyenne, alors qu'à Copenhague, à Amsterdam, c'est 90 heures. C'est assez étonnant et c'est vrai qu'il y a une vraie question et je dois avouer que je n'ai pas attendu d'être ministre de la Culture pour me poser cette question. Ça m'a toujours obsédée. Je me dis, mais comment ça se fait que ces bibliothèques qui sont un lieu de lien, qui sont un lieu où les gens peuvent se rencontrer, c'est un lieu où des animations peuvent être faites, c'est un lieu où on peut trouver toute la richesse du monde, gratuitement, puisqu'on peut prendre son livre. Enfin, moi qui ai, dans mon autre vie, accompagné et eu un certain nombre de librairies, quand on me disait « Oh là là, mais il faut pouvoir acheter son livre », mais je dis « Mais attendez, la lecture, c'est quand même un des loisirs le plus commode d'accès, et notamment gratuitement si on va dans une bibliothèque. » Donc c'est vrai que c'est étonnant d'imaginer, et pour toute personne qui travaille, que les bibliothèques sont fermées précisément au moment où on pourrait y aller, c'est-à-dire et le soir et le week-end. Et en plus de ça, dans les villes, quand le week-end, à Arles, au début de l'ouverture de la médiathèque, elle était ouverte le dimanche. Ils ont fermé par manque de moyens ou décidé d'y accorder les moyens. Mais quand elle était ouverte le dimanche, il y avait une multitude de jeunes. C'était un lieu de rassemblement. Et donc, cette idée d'ouvrir, je pense, est une nécessité. Mais pas seulement, c'est aussi ouvrir différemment. Il y a beaucoup de bibliothèques, si vous allez voir, il y en a à Paris qui sont devenus des vrais lieux de vie. C'est plus l'endroit où seulement on va emprunter un livre, c'est un lieu où on se retrouve, c'est un lieu où on peut trouver de l'aide. On peut, des lieux, par exemple, je l'ai vu à Rennes, ou encore au Havre, ou à Louise Michel, dans le 20e. C'est des lieux où des gens un peu en déshérence sont accueillis. C'est des lieux où on peut avoir la presse, lire la presse, comme à la BPI. C'est des lieux où il se passe quelque chose qui va au-delà du simple emprunt. Et c'est des lieux aussi où il peut y avoir des cours de langue. J'ai vu, c'était, je crois, oui, c'était à Rennes, où il y avait tout un travail pour accueillir des gens qui arrivaient en France, pour leur donner des cours, pour travailler avec eux, aider à faire les papiers, se retrouver. Mais justement, donc, Madame la Ministre, vous dites que vous êtes la ministre de la Culture de tous les Français et pas la ministre des artistes, comme pouvait l'être Jack Lang. Qu'est-ce que vous choisissez? Parce que c'est l'un ou l'autre. Alors d'abord, c'est pas binaire. Parce que quand on parle de faire de la vie culturelle un instrument de cohésion sociale ou même de développement économique, comme vous y incitait Monsieur le Premier ministre dans la lettre de mission qu'il vous a envoyée en août 2017, c'est une autre vocation de la culture, plus dans le socio-culturel, mais c'est pas plus mal. C'est une culture du lien, mais pas forcément une culture de la création. On va revenir là-dessus, mais j'avais pas fini sur les... Parce que vous voulez... Oui, mais on est obligé d'être rapide. Oui. Non, mais les choses concrètes, parce que vous avez commencé en disant, mais qu'est-ce que c'est de concret? Eh bien, typiquement, pour les bibliothèques,
un plan bibliothèque qui va m'être remis après sa mission d'Éric Orsena, des moyens supplémentaires qui sont mis au budget, qui viennent d'être acquis pour accompagner ces ouvertures. Donc, ce sont des choses extrêmement précises et c'est pour ouvrir plus et ouvrir de façon différente. Hein. À Rennes, il y a par exemple ce bureau du temps pour analyser quels sont les horaires les plus adaptés. Voilà. Bon, alors, revenons entre ministres de la création alors, ou ministres... Quand je parle de cette politique que nous voulons mener par rapport à ce défi, par rapport à l'exclusion, je dis toujours qu'on s'appuie sur des piliers importants. Il y a l'école, il y a les bibliothèques, la lecture, il y a le patrimoine, on en parlera, j'imagine, et bien sûr, et avant toute chose, les artistes. Les artistes, ils sont essentiels, ils sont au cœur de ça. J'ai parlé tout à l'heure de l'Europe. Je me bats à l'Europe pour continuer à accompagner leur capacité à faire, c'est-à-dire défendre le droit d'auteur, défendre le partage de la valeur de la création, sont des choses fondamentales, ils sont au cœur de la chose. Et bien sûr que nous sommes absolument le ministère de la culture et donc des artistes. Mais il y a les moyens pour tout. Et bien sûr, ils ont été totalement préservés puisque le budget de la culture n'a pas été amputé de quoi que ce soit, au contraire. Donc tout ce qui a toujours été fait continuera avec une réflexion pour accompagner au mieux, travailler aussi au niveau local. On voudrait beaucoup se reposer sur l'incroyable énergie qu'il y a dans les territoires, dans tous les lieux, la vie culturelle. Dans chaque lieu, il y a des artistes, il y a des associations, il y a des compagnies, il y a des lieux qui sont là et qui font le maillage culturel et qui sont accompagnés et qu'on va continuer à accompagner. Et on va en même temps repérer les artistes émergents. Donc on est absolument dans... Tout ça est très très bien, mais quand vous dites ça, c'est formidable. N'empêche que les deux gros investissements qui s'annoncent, c'est la Cité du Théâtre, dans le 17e arrondissement, avec la Comédie Française, le Conservatoire, qui vont avoir des salles de spectacle formidables, et c'est la rénovation du Grand Palais qui va coûter une fortune. Alors, c'est des choix très Paris intramuros quand même, pour une préoccupation du territoire. Sur ces deux sujets. Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui vous y a forcé ? Ah non, pas du tout. Sur ces deux sujets, ce sont des sujets qui existaient, qui étaient lancés. Vous auriez pu refuser encore. Le Grand Palais, compte tenu des nécessités de la On est sans arrêt en train de le refaire, voilà. Le Grand Palais. Alors, donc, c'était une chose nécessaire. La part du ministère de la Culture était déjà prévue et donc ça n'ampute pas le budget. Ça va se faire aussi avec le grand plan d'investissement, avec des emprunts. Tout ça est fait en sorte que ça ne vienne en rien imputé sur le budget. Et la Cité du Théâtre, qui était effectivement une idée qui était déjà lancée, trouve sa nécessité dans plusieurs aspects, notamment le Conservatoire d'art dramatique qui devait déménager de toute façon, et donc sera accueilli là, dans ce lieu-là. Donc, donc là, il y a une vraie, entre guillemets, économie de la chose, puisque les bâtiments du conservatoire donc seront revendus et donc là il s'installera dans des bâtiments rénovés, que l'Odéon était déjà là, et l'idée c'est qu'à partir de ce projet qui est intéressant puisqu'il est aussi un peu excentré dans Paris et était un peu une ouverture sur hors Paris. Sur le 17e quand même. Sur le 17e, mais c'est là qu'il était. On va le travailler en réfléchissant évidemment à l'économie. On va en faire un lieu d'expérimentation de ce permis de faire qui essaie de réfléchir l'architecture avec plus de souplesse et en s'adaptant à ce qui existe et en n'essayant pas de faire quelque chose d'extérieur et d'extrêmement coûteux. Et en ce qui concerne l'objet même, c'est l'idée de faire travailler ensemble dans un esprit plus de coopération les théâtres qui seront
là pour partager des lieux. C'est des lieux dont ils avaient besoin. L'Opéra Bastille, les ateliers de l'Opéra vont repartir. L'Opéra Bastille, il y a une vraie synergie qui va se mettre en place et ça va permettre aussi à ces opérateurs d'avoir encore plus une réflexion sur leur mission d'opérateur national et de se tourner vers l'ensemble du territoire. Donc, enfin, ça sera surtout le territoire parisien quand même, par rapport aux autres territoires que vous voudriez développer. Je pense que c'est un beau projet, c'est un projet emblématique qui sera un projet fort sur le pour le théâtre, qui a un vrai sens avec ce conservatoire qui sera là, avec 2 grandes maisons à vocation nationale, parce que ce soit l'Odéon ou la Comédie Française, c'est la Comédie Française de tout le monde, de tout le pays, et donc de leur permettre de pouvoir encore plus travailler pour remplir leur mission nationale me paraît en tous les cas un challenge à relever et que nous allons relever sans pour autant martyriser d'autres budgets. Alors, on a fêté les 70 ans de la décentralisation, les 70 ans des centres dramatiques. Est-ce que vous pensez que le modèle, par exemple, des centres dramatiques n'est pas un petit peu obsolète ou essoufflé? Il n'a pas tellement évolué depuis qu'il existe. La France, elle, a beaucoup changé. Est-ce qu'il ne faut pas tout remettre à plat? Les directions régionales de l'action culturelle, les fameuses DRAC, maintenant que la décentralisation est faite, est-ce qu'il faut toujours qu'elles existent? Est-ce qu'il n'y a pas un grand chantier à repenser en France en ce domaine? Il n'y a pas un grand chantier, il y a plein de grands chantiers. Il faut toujours repenser. Imaginez qu'à un moment, il ne s'agisse pas de repenser ce qu'on est en train de faire à l'aune des publics qui sont là en fonction des transformations et du monde qui change et en fonction de cette France qui maintenant est aussi une France d'accueil qui est traversée. C'est pour ça qu'on est aussi extrêmement attentif à toutes les expériences qui se font comme l'atelier des artistes en exil qui se trouvent dans le 20e en France, comme ce que fait Jordi Saval à Arc et Sénan en accueillant des musiciens qui viennent de Syrie, d'Égypte et qui les accueillent et leur permettent de travailler, ou comme les moyens qu'on va mettre à disposition de la colline pour faire ce genre de travail. Mais voilà, sur la décentralisation. Et sur la décentralisation qui permet de mailler le territoire avec des lieux très engagés et qui, au fur et à mesure de leur travail, sont de plus en plus engagés vers la transmission et précisément vers l'éducation artistique et culturelle, qui devient un des moteurs de leur travail. Chaque fois qu'on les rencontre, ils nous expliquent tout ce qu'ils font dans ce domaine-là. C'est une façon de se remettre en question et de repenser en permanence les choses. Et vous parliez aussi des directions régionales des affaires culturelles. Justement, au jour d'aujourd'hui, où on essaie de ne plus penser purement en centrale, et d'ailleurs, on ne l'a pas... En centrale, ça veut dire au ministère. Au ministère. On ne l'a pas évoqué, mais j'ai passé les 6 premiers mois, d'une certaine façon, pour prendre la température, réaliser ce qui se passait en France. J'ai pérégriné, si je puis m'exprimer ainsi. Vous ne voyagez pas trop, ça va vous crever, non? Il faut mieux être dans votre bureau à bosser. C'est le cas, on fait tout, l'un n'empêche pas l'autre, c'est jamais binaire, c'est un continuum, mais une fois par semaine, aller là où se font des choses aussi sur l'ensemble des territoires, c'est extrêmement important, parce que du coup, on voit aussi l'énergie qu'il y a sur les terrains, les envies, les besoins, les attentes, et c'est vrai qu'en voyageant un peu partout, je n'ai pu que mesurer la nécessité et l'importance de ce qu'on met en place à travers l'éducation artistique et culturelle, à travers une politique du patrimoine, à travers une politique de la lecture, tout cela, j'ai pu le constater. Et qui sont les relais à ces niveaux-là? C'est précisément ces directions régionales qui connaissent le terrain, qui connaissent l'ensemble des acteurs et qui peuvent être, je dirais, les facilitateurs, les rassembleurs. Ce sont précisément eux.
Et donc, au contraire, ils ont un rôle, je dirais, central à jouer de là où ils sont. Mais normalement, et comme tout je est dis, fait des allumeurs de Dans les établissements, ils sont décentralisés, tout est fait, tout existe. Mais pas du tout. Qu'est-ce que vous imaginez bien que c'est une bataille au quotidien pour chaque acteur culturel. Et puis, les choses ne sont pas immuables. Il y a des nouveaux qui arrivent. Il faut qu'ils y trouvent leur place. Il faut qu'ils trouvent le moyen aussi d'avoir un accompagnement. Et les DRAC sont là. Enfin, les DRAC sont dans les directions régionales des affaires culturelles. En France, on a vraiment l'habitude de... Ça a été mon premier apprentissage, ça a été les acronymes. J'étais quand même... l'année passée a été votée une loi extraordinaire que tout le monde appelle la loi LCAP. Mais en fait, c'est la loi Liberté, Création, Architecture et Patrimoine. Je vous assure que quand on arrive et qu'on vous serine tous les acronymes, c'est un petit peu... Alors justement, cette loi... Attendez, je vais dire... excusez-moi, Fabienne, je réponds à la question sur... plus que jamais, les directions régionales des affaires culturelles ont un rôle d'ourleur, de chef d'orchestre au niveau local pour rassembler autour de la table les acteurs, les collectivités territoriales. Une chose qu'il faut savoir, c'est que les collectivités, la culture, le budget global de la culture, c'est 10 milliards d'euros, dont 3,9 milliards pour l'action culturelle. Et les collectivités locales, le budget de la culture, c'est aussi 4 millions pour la télévision, pour France Télévisions. Absolument, pour l'audiovisuel public dans son ensemble. C'est les collectivités territoriales, c'est 9,7 milliards d'euros à destination de la culture. C'est une compétence partagée, la culture, entre les communes, entre les régions, les départements et le ministère. Donc chacun y apporte son tribut et les collectivités y apportent un tribut important, principalement les communes, les agglomérations. Et donc c'est important qu'il y ait sur chaque région quelqu'un qui peut rassembler, imaginer et proposer des contractualisations souples et agiles qui permettent aux acteurs d'agir et que du coup l'État soit plus dans une posture, je dirais, d'état-major plus que dans une posture tatillonne de contrôle, mais que ce soit nos directions régionales sur le terrain qui soient les facilitateurs, des chefs d'orchestre, je dirais, de cette politique. Alors on évoquait, je vois que l'heure tourne, alors on évoquait la télévision, l'audiovisuel public et ses subventions. On a été assez choqués à Télérama de ce qu'a pu dire notre président de la République devant des députés LRM de la Commission des affaires culturelles. Je ne sais pas si vous étiez là. Je vais lire ce qu'il a dit. Ah, je ne l'ai pas. Je pensais pourtant. Alors, on va parler de l'audiovisuel. Ça serait très intéressant. Non, parce que quand même, ces propos sont assez violents et un peu choquants. L'audiovisuel public français, je vais vous dire ce que je pense très profondément, est une honte. C'est une honte pour nos concitoyens, c'est une honte en termes de gouvernance, c'est une honte en ce que j'ai pu voir ces dernières semaines de l'attitude des dirigeants. C'est une honte parce que c'est très cher pour une absence de réforme complète depuis que l'entreprise unique existe, pour une synergie quasi inexistante entre les différents piliers des entreprises publiques, pour une production de contenus d'inégalité variable, pour un système complètement incestueux où l'audiovisuel public et ses crédits servent essentiellement à financer des entrepreneurs qui n'ont plus au fond que ce nom comme vitrine, qui sont des abonnés de la commande publique parce qu'ils ne peuvent plus être ailleurs, et en ce qu'on ne se pose plus la question de savoir les contenus que l'on veut produire par ce truchement. C'est ça la réalité, dit M. Emmanuel Macron. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un petit peu choquant, cette violence, alors moi, Madame la ministre, face à notre audiovisuel qui n'a pas démérité, qui va présenter demain un documentaire exceptionnel sur la Syrie et beaucoup d'autres choses. Eh bien, Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Vous avez raison de dire, l'audiovisuel, c'est aussi la fierté des Français. On n'a qu'à se rendre compte de tout le monde, le nombre d'auditeurs le matin qui écoutent les matinales de l'audiovisuel public. L'autre jour, je crois que j'ai même un peu choqué notre ami Patrick Cohen à Europe 1 parce que oui, il me
disait le même genre de choses et je disais c'est la fierté des Français. Regardez, vous le savez, France Inter le matin, c'est la première matinale des Français. Et bien sûr qu'il y a des choses formidables, il y a des documentaires formidables, etc. Il y a une information. La mission première, c'est aussi d'informer et ceci est fait. Mais est-ce que vous apportez votre soutien à Delphine Ernotte, par exemple, devant une diatribe aussi violente de notre président? Il ne s'agit pas d'apporter le soutien, il s'agit de réfléchir aujourd'hui. Alors, effectivement, vous avez évoqué le budget. Donc, je vous ai dit, effectivement, qu'il y avait plus de 4 milliards pour le budget de l'audiovisuel public. Et ce qui a été demandé dans un effort, je dirais, partagé de l'ensemble de nos citoyens par rapport, c'est financé par le public, par rapport à une nécessité. Vous avez vu aussi ce que l'Europe a dit sur le budget de la France. Donc, ce dont on parle aujourd'hui, c'est une demande après sur notamment France Télévisions, un travail de réflexion sur des économies de moins de 1% sur un budget de 2,7 milliards et après 2 années d'augmentation à 100 millions d'euros. Donc voilà, on a dit ça sur l'information, sur le sport et sur la création. Alors où elle le fait sur la masse salariale? Écoutez, sincèrement, Fabienne, j'ai dirigé pendant 40 ans une entreprise. Eh bien. Ne me faites pas dire que dans les entreprises, il n'y a que cela qu'on peut atteindre. Il y a une réflexion sur la façon dont on fonctionne, sur les synergies qu'on peut faire. On a là des opérateurs multiples qui font un travail formidable. Et pour autant, aujourd'hui, ils ne travaillent pas énormément, mais justement, l'avantage de cette réflexion, c'est que maintenant, ils y réfléchissent et on est en train de travailler avec eux en méthode de façon très rapprochée pour proposer des synergies. Mais on ne peut pas nier que les choses ont changé, que les modes, la façon dont on regarde par exemple la télévision, elle a profondément changé, que la télévision n'est plus le seul média pour qu'on voit des images, pour qu'on voit des documentaires. Donc ne pas tenir compte de cela et ne pas essayer de réfléchir à comment s'adapter, à comment se transformer, ce n'est pas possible. Donc à la faveur de tout cela, une réflexion, et c'est ça qui est important et qu'il faut retenir aujourd'hui, une réflexion très sérieuse est entamée. J'ai reçu l'ensemble des responsables de l'audiovisuel public. On fait une grande réunion tous ensemble la semaine prochaine. On travaille et des propositions seront faites l'année prochaine, en début d'année. Donc il y a un processus de travail collaboratif qui s'est mis en place, une vraie méthode de travail pour réfléchir comment s'adapter au mieux en fonction des changements et des transformations profondes qui bouleversent la façon dont aujourd'hui on regarde et dont les images sont diffusées. Mais vous avez une idée des grandes lignes de la réforme que vous aimeriez que Delphine Ernotte mène Alors Delphine Ernotte n'est pas toute seule. Il n'y a pas que France Télévisions, il y a France Média Monde, il y a Radio France, il y a TV5, il y a l'INA qui sont en question dans cette réflexion et qui ont commencé à travailler les uns avec les autres pour imaginer des pistes de plus grande synergie, des rapprochements malin. Par exemple, France Télévisions, il y a France 2, mais il y a France 3 qui a une vocation régionale. Est-ce qu'il n'y a pas lieu à supprimer France O, par exemple? Il n'est pas question de supprimer, de fusionner. On n'est pas du tout en train de donner des espèces de recettes miracles et qui ne seraient pas fondées sur du sens. On réfléchit. Et il y a des vraies réflexions pour entendre, pour réfléchir à comment toucher aujourd'hui. La télévision, c'est ce qui va partout et qui touche tout le monde. Mais est-ce que ça touche encore les jeunes? Est-ce qu'il n'y a pas une vraie réflexion à se faire par rapport à ça? Est-ce que c'est ce qui leur convient? Et donc, c'est ça les questions qu'on pose aux dirigeants et qui, du coup, se les posent ensemble et sont en train de vraiment réfléchir à des vraies pistes de synergie, de coopération. Aujourd'hui, on n'est plus à l'ère de chacun travaille dans son coin, fait éventuellement les mêmes choses, essayer de dupliquer les choses au lieu de réfléchir à comment on peut mieux travailler ensemble sur les terrains et mieux correspondre à l'attente et mieux toucher les publics et notamment les jeunes, je le répète. Que va faire Stéphane Bern au patrimoine?
Alors Stéphane Bern, c'est un passionné du patrimoine. Le patrimoine, c'est absolument incroyable. Les journées annuelles du patrimoine, qui étaient en septembre, d'ailleurs, je les ai inaugurées, si je puis me permettre, à Sedan, dans un lieu absolument extraordinaire, qui est un château médiéval, le plus grand château médiéval de France. Et qu'ont fait les collectivités là-bas? Ils ont rénové le château pour faire un lieu de revitalisation de la ville et d'attraction. Voilà ce que ça peut être. Mais quelle fierté! Et la fierté que représente le patrimoine. Je ne sais pas si vous imaginez, mais il y a 12 millions de Français qui ont visité des lieux pendant ces journées du patrimoine. Rien qu'au ministère, j'ai assisté effaré aux queues de gens qui venaient voir les lieux patrimoniaux, les lieux, je dirais même du pouvoir, du ministère à l'Élysée. Et au ministère, il y a eu, au Palais Royal, il y a eu 10 000 personnes qui sont venues sur les 2 jours. C'est absolument incroyable. Donc ça veut dire quelque chose. Et en même temps, le patrimoine, il y en a partout. On n'a pas forcément à côté de chez soi un cinéma, un théâtre, mais il y a toujours quelque chose de patrimonial. Mais il va faire quoi concrètement? Et lui, c'est un ambassadeur. On a demandé à Auric Orsena d'être l'ambassadeur de la lecture. C'est vous qui lui avez demandé. Là, c'est Emmanuel Macron qui a demandé, de même qu'à Leïla Slimani pour la francophonie. Il ne vous grignote pas un peu votre territoire, Emmanuel Macron? Mais l'idée, c'est de travailler en synergie, de travailler ensemble mieux pour faire plus, d'une certaine façon. Mais qu'est-ce qui va vous rester 6 semaines? Mais il va tout me rester. D'abord, chère Fabienne, si vous avez suivi, je crois que vous l'avez suivi d'ailleurs, parce que ça a été recensé dans Télérama, j'ai lancé un plan pluriannuel pour le patrimoine avec des points spécifiques auxquels je suis extrêmement attachée, comme par exemple cette ligne de dotation de 15 millions d'euros affectée pour des communes de petite taille, de moins de 2000 habitants, qui ont souvent un patrimoine à rénover et qui n'ont pas les moyens. C'est 45 000 lieux patrimoniaux qui sont comment on dit, préservés, qui sont recensés, qui sont protégés. Voilà, je cherchais protégés ou classés, et que nous accompagnons, que nous soutenons. C'est un travail énorme, mais il n'y a pas que ça. Il y a partout, chacun à repérer. Et l'idée, c'est que, et alors, dans cette ligne de 15 millions, et aussi relancer le plan que le sénateur Yves Dauge avait imaginé de revitalisation des centres-bourgs par justement les patrimoines. Ce sont des choses auxquelles je suis extrêmement attachée. Il faut l'autorisation des architectes, non? Il n'y a pas de... Comment ça va se passer, ça, pour la rénovation des centres-bourgs? Alors, quand c'est classé, il faut avoir des... Il n'y a pas un problème. Il faut préserver les lieux en fonction de leur qualité architecturale. Et oui, il y a des architectes qui se préoccupent de la chose et qui, du fait de leur connaissance, permettent la préservation. Je pense qu'il y a des centres partout sur le territoire et à Paris, des tas de lieux qui ont été préservés grâce à l'attention portée par ces architectes. Il faut revaloriser la fonction de l'architecte. C'est notre lieu de vie, c'est notre habité qui est en jeu à travers tout ça. Et si on laisse des lieux se détruire uniquement parce qu'on veut... pour des raisons de promotion immobilière ou je ne sais quoi, c'est catastrophique. Donc on a besoin aussi d'avoir cette compétence et cette pédagogie que peuvent nous amener ces architectes. Mais pour revenir à Stéphane Bern, on lui a demandé, et on a développé pour ce faire un site sur lequel on va réfléchir à comment faire pour accompagner l'ensemble des gens qui vont nous signaler des patrimoines en déshérence, abandonnés. Et on va mettre en place ce fameux loto du patrimoine, qui est une idée assez rigolote, puisque l'idée, c'est que un jour par an, le produit qui revient à la part qui revient à l'État sera pour rénover des patrimoines, et pas seulement ceux qui sont classés, un peu des patrimoines de partout. Et on espère, dans un élan peut-être d'optimisme, mais je ne crois pas, que ça pourrait ramener de l'ordre de 20 millions d'euros. Donc c'est assez considérable. C'est formidable. Et en plus de ça, il fait valoir l'importance de ce patrimoine. Je vois bien que ça
adhèrent, les gens adhèrent à cela. Non, mais ce qui est un peu embêtant, c'est que le président de la République gère ça en direct. Mais pas du tout. Il propose et on fait avec et on travaille. Et on travaille en parfaite complicité. Et moi, j'ai découvert cette passion du patrimoine. Enfin, j'ai découvert, je le savais, parce qu'il fait ses émissions d'ailleurs sur notre cher audiovisuel public. Il fait des très belles émissions pour préserver le patrimoine et je le remercie. Et voilà. Mais on travaille ensemble, on travaille en parfaite complicité. C'est pas, on n'est pas sur des territoires qu'on se préserve. C'est un gouvernement qui travaille beaucoup en transversalité, beaucoup, que ce soit la politique artistique et culturelle dans les écoles. On travaille au quotidien avec le ministère de l'Éducation, on travaille avec le ministère de la Cohésion et des Territoires. On n'arrête pas de travailler sur tous les sujets selon le ministère qui est concerné, ensemble. Quel doit être, Françoise Nyssen, le ministère du XXIe siècle? Qu'est-ce qu'il faut changer pour qu'il fonctionne mieux? Quel doit être son rôle? Parce qu'il n'a pas tellement bougé depuis Malraux aussi. Alors, je pense que le ministère doit être lui-même capable de se poser les questions de sa propre transformation et de ne plus être... Mais qu'est-ce que vous aimeriez transformer? L'ouvrir, être au service des publics, plus proche des publics, plus proche des acteurs culturels, être moins renfermé sur lui-même, un petit peu triste, alors qu'il y a des gens formidables au sein du ministère, des gens qui travaillent, qui ont envie de faire. Comment vous faites? Vous créez plus de pôles, plus de directions? D'abord, on se rencontre, c'est plus transversal. J'étais à peine arrivée que dès le lendemain, j'ai demandé à réunir l'ensemble des directions, de travailler avec eux, de faire remonter, de partager. On fait les séminaires de direction, se fait avec les directions et avec les conseillers. Le numérique est présent au ministère maintenant? Alors, on va travailler là-dessus avec le secrétariat d'État au numérique pour effectivement donner des meilleurs outils. Tout ça est un peu vieillot et je crois qu'il y a un vrai besoin parce que sinon, c'est une vraie souffrance pour les gens de travailler sans une agilité du numérique. Mais la création numérique, tout ça, tous les secteurs numériques aussi. Accompagner le numérique comme élément essentiel aujourd'hui de la création. Écoutez, l'autre soir, j'ai été voir... alors ça aussi, la transmission, et notamment dans le patrimoine, avec la réalité virtuelle, on peut voir des choses formidables, mais le numérique comme élément maintenant de création. L'autre soir, quand j'étais voir La Tempête, mise en scène par Robert Carlsen, le numérique est présent tout le temps. On sent bien que c'est quelque chose avec que les créateurs se sont appropriés. Donc le numérique, il est partout. Et il est là pour accompagner, pour permettre une création qui sort du cadre, pour permettre aussi de visualiser et d'imaginer des choses qu'on ne pourrait pas. Et notamment dans la politique du patrimoine, on peut faire des choses absolument extraordinaires qui existent déjà, mais qu'on peut amplifier. Comme vous voir, par exemple, en direct sur notre site Télérama ce soir. Est-ce que vous avez des questions à poser à Madame la Ministre ? Ce serait bien que la salle se rallume. Alors, monsieur, que je vois. Oh, vous pouvez y aller, là, vous avez une bonne voix. Je sais pas. Une question, monsieur. Hein. Micro, alors, oui. Alors, il s'appelle Jacques de Courson, il m'a écrit quand j'ai été nommée, et il fait un vœu. Voilà, bravo. Et je m'adresse à vous, comme ministre de la Culture et de la Communication, pour souhaiter que vous mettiez en compétition les chaînes publiques pour qu'elles puissent parler de ce qui intéresse tous les Français, c'est-à-dire la ville. La ville. 80% des Français habitent en ville et sont passionnés pas seulement du patrimoine, merci Monsieur Bern, mais aussi de la façon dont est gérée leur ville. Et comme la ville est un spectacle, toutes les villes sont des spectacles, ça serait très très intéressant que la ministre de la Culture et de la Communication, comme c'est le cas pour le livre, avec Pivot-Pibunel, avec la musique, avec le patrimoine, avec la culture, on puisse parler de ce qui intéresse les gens, c'est-à-dire l'urbanisme au quotidien. Merci.
Merci. Vous parlez à une ancienne urbaniste et une ancienne militante des comités de quartier. Voilà, donc j'ai... donc c'est une passion pas secrète, mais si je me retrouve ici, c'est aussi pour ça, parce que l'urbanisme, c'est la cité, et être citoyen, c'est important, c'est être engagé sur son territoire, où qu'on soit, que ce soit un territoire rural ou un territoire urbain. Mais je ne suis pas la ministre des programmes de l'audiovisuel public. Heureusement. Le maître des lieux veut vous poser une question. Non, mais je ne veux pas... Alors, chère Françoise et Madame la ministre, vous parlez beaucoup de l'éducation, enfin de l'action culturelle. C'est vrai que ce mot m'horrifie. Il m'horrifie parce que ça fait, je ne sais pas, 45 ans que je l'entends. Et quand je vous vois toujours auprès de M. Blanquer, qui est un homme de talent, sûrement, d'autorité, on voit que c'est une espèce de grand proviseur qui refait des dictées à tout le monde, qui remet les choses en place, et qui est un homme qui nous rappelle quelle était l'école à l'ancienne, où il fallait se lever de ça, très bien. Quand le ministre de la Culture est à côté de lui, j'ai l'impression tout d'un coup que la culture devient le devoir de culture. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je crois une fausse voie. Je crois que ce n'est pas le devoir de culture, c'est le plaisir de culture. C'est la joie de la culture. Vous savez, les Japonais disent que les enfants sont des dieux jusqu'à ce qu'ils aillent à l'école. C'est-à-dire que c'est vrai qu'un enfant peut être bouleversé par une toile de Kandinsky, par un air de Mozart ou par une danse moderne. Je veux dire que je pense que c'est très important, je l'ai fait pendant 10 ans avec la Fondation Culture et Diversité, d'aller dans les zones d'éducation prioritaire et de travailler avec des gens. Mais nous, on travaillait, on faisait de la joie, je crois qu'il y a une fête. Alors la question, c'est quoi? La question... Mais attendez, Fabienne, je trouve que ce que je dis est passionnant. Tout à fait. Cher Jean-Michel. Oui, non mais attendez, pardon François. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a quelque chose, il ne faut pas bloquer les gens en mélangeant... Moi, je trouve que vous devriez avoir Blanquer avec vous toujours d'un côté, mais un poète à votre droite. Vous ne devriez pas vous balader sans un poète. Vous devriez changer tous les panneaux... Non, moi, non. Tous les panneaux publicitaires, mettez des tableaux de maîtres à la place des panneaux publicitaires. Faites de la joie dans la ville, faites de la joie, faites des choses gonflées, soyez des issues de secours. Picasso disait il faut un temps fou pour devenir jeune. Il y a des gens qui sont vieux et qui sont jeunes. Je crois qu'il faut remettre un tout petit peu, comment dirais-je, oui, comme disait notre ami Johnny, un peu de feu dans tout ça, un peu d'amusement dans tout ça, et pas uniquement de la culture culturisante. Est-ce que je peux répondre? Alors, merci Jean-Michel, parce que tu es un vrai bon acteur. Et non, tu as fait auteur. Tu sais, mais là, tu médites depuis 25 ans quand même. Tu as fait une très belle tirade. Et je regrette que tu n'aies pas été avec nous ce matin. Faut m'inviter. Bon, alors on était dans une école. Et justement, tu as parfaitement répondu tout ce que j'allais te dire. Parce que précisément, ce que nous faisons ensemble, c'est de proposer que ce soit la joie qui soit le moteur de l'envie d'apprendre, que ce soit ce désir qui soit mis. Et pour cela, la musique est essentielle. Et c'est ça que nous disons ensemble et nous que faisons ensemble. L'idée de venir avec un poète, mais bien sûr, et avec grand plaisir. Moi, les auteurs me manquent et j'aimerais bien en avoir tout le temps avec moi dans mon bureau. Mais je sais qu'ils sont là et qu'ils font un travail et laissons-leur faire leur travail. Mais ne nous méprenons pas, nous n'avons pas envie d'aller à l'école à l'ancienne. Quoique l'école du village, mes enfants, ils ont étudié à l'école du village, c'était pas mal, où les classes étaient mélangées. Mais ce qui est proposé là, c'est justement à travers ces chorales, c'est de remettre de la joie, c'est de remettre du désir, c'est le plan lecture, des opérations aussi simples que silence, on lit, et tout d'un coup tout le monde s'arrête à l'école et tout le monde lit. Mais c'est de dire que tout cela est possible, et il faut le dire, et c'est pas si facile que ça, parce que moi je vois bien quand on se présente devant les établissements scolaires et devant les enseignants, il y a toujours de la crainte, parce qu'on les amène aussi, ils sont formidables, mais on les amène aussi à devoir penser peut-être autre chose, et c'est pas toujours facile. Donc ce qu'on essaye de dire, c'est juste, voilà, c'est possible, faites-le, allez-y. Nous, on vous accompagne
Et bien sûr que c'est pour mettre de la joie, et bien sûr que c'est pour mettre du désir d'apprendre. Et ceci n'empêche pas. Alors, il se fait, Fabienne, je suis désolée de le dire, mais c'est vrai qu'en ayant accompagné une école depuis quelques années, et qui précisément est à la fois basée sur ses pratiques, la pratique, et aussi sur une exigence, c'est que d'un côté, chanter n'enlève pas la nécessité d'une exigence. Et c'est important de pouvoir faire les deux à la fois. Et ce n'est pas parce qu'on a une exigence et souhaiter le mieux et une éducation qui amènera à une émancipation et en y mettant de la musique que l'un est contradictoire avec l'autre. Au contraire, c'est pour accompagner cela. L'école de la joie, justement. Madame ? Oui, bonsoir. Carole Ziem, je vais être la future présidente de l'association des DAC d'Île-de-France. Nous sommes en train de... Voilà, c'est quoi, les DAC ? Direction des affaires culturelles. Merci, on est en train de me le souffler derrière. On est en train de fusionner les deux assos actuellement pour n'en faire qu'une. Et nous sommes en train de fusionner les DAC, les deux associations de DAC d'Île-de-France, pour n'en faire qu'une. Et je vous remercie de cette magnifique transition, car notre objectif, c'est justement une association pour des DAC heureux. Voilà. Alors, votre question. Voilà. Donc, on est vraiment dans cette démarche. On est en train d'y travailler très sérieusement avec plusieurs partenaires. On serait ravis de pouvoir échanger avec vous et participer à l'ensemble de la réflexion. Parce qu'en effet, sur les collectivités territoriales aujourd'hui, il y a vraiment besoin d'accompagner les directeurs de la culture qui sont en difficulté. Vous avez évoqué très justement les contraintes budgétaires. Malheureusement, certaines collectivités sabrent, pour ne pas dire... réduisent de façon lamentable les budgets de la culture dans les collectivités territoriales. Et il y a vraiment besoin là qu'on les soutienne. Et c'est vraiment en ce sens qu'on veut recréer ou redynamiser cette association. Juste une question. Vous n'aviez pas évoqué l'espace public. Il nous semble qu'aujourd'hui, c'est essentiel. C'est aussi remettre du lien dans l'espace public. On sait très bien que Vigipirate et tout ce qu'on a vécu en France... et notamment aussi à l'échelle internationale, ont eu beaucoup d'effets sur les collectivités territoriales et tout ce qui se fait dans l'espace public. Je pense notamment aux arts de la rue, etc. Voilà, qu'est-ce qui est prévu? Comment on peut au mieux accompagner les collectivités demain? Et aussi dans les financements des équipements culturels hors Paris. Je vous remercie de la transition, mais il y a aussi besoin de remettre de la proximité dans les collectivités territoriales et créer ce fameux lien dont vous parliez tout à l'heure. Écoutez, ça tombe bien parce que je sors d'une réunion avec le préfet d'Île-de-France, précisément, où on a évoqué, et il y a des choses très précises qui sont en train de se réfléchir, donc je ne pense pas qu'ici on soit sur un lieu d'annonce, mais exactement dans le sens de ce que vous dites, et donc c'est une chose qui est prise en considération de façon très précise. Pour ce qui est de l'espace public, en termes de sécurité, il y a des moyens qui ont été mis et qui vont continuer à exister. Je n'ai plus les sommes exactement en tête, là, j'ai pas toutes les sommes en tête, mais c'est un sujet sur lequel, évidemment, l'attention est mise et il y a la lucidité de cette problématique-là. Parce que oui, l'espace public, c'est très important. J'ai quand même évoqué au fur et à mesure de mes réponses l'importance de la vie culturelle là où elle se passe. Et forcément, l'espace public est en jeu dans cela. Donc, mais pour ce qui est de réfléchir par rapport à la région qui vous concerne, c'est précisément l'objet de la réunion dont je sors avant de venir ici, parce que vous avez un préfet et une directrice des régionales des affaires culturelles. Et donc, l'idée, c'est de rencontrer aussi la présidence de la région, que je souhaite rencontrer au plus vite pour parler de tout cela, effectivement. Il y a une question sur la droite. Monsieur ? Bonsoir Madame la Ministre, je m'appelle Antoine de Crème, j'ai 25 ans et j'ai monté une entreprise qui vise à faciliter l'emploi des musiciens, notamment des intermittents. En fait, c'est une plateforme de réservation de groupes de musique pour événements privés ou pour des établissements publics. Donc l'idée, c'est de redynamiser la musique live en France en facilitant l'accès et l'emploi des musiciens. Donc ma question est la suivante. Quel est l'avenir du régime de l'intermittence en France et quelle est votre opinion sur ce régime ? Écoutez, il a été
conforté, je crois que c'est l'année dernière, je crois que les accords sont bons, et c'est un des engagements forts. Alors pour le coup, puisque du président de la République, c'est de ne pas toucher au statut des intermittents. Une dernière question, là-haut, parce que vous agitez les bras depuis longtemps. Je suis désolée, monsieur. Bonjour Madame la Ministre. Donc moi je m'appelle Colline et j'ai fondé une jeune entreprise innovante sur la culture qui s'appelle Artips. Je voulais savoir, vous avez parlé de transmission, de numérique, de patrimoine. Donc il y a des entreprises privées comme la nôtre qui mettent en avant justement la culture. On envoie 600 000 mails par jour pour raconter des petites histoires sur le patrimoine, sur la culture, sur la musique ou sur l'histoire des sciences. Et on développe également un portail de cours en ligne de culture générale qui s'adresse au plus grand nombre et qui met la culture au sein des entreprises et des écoles. Et donc, vous parlez de Pass Culture, vous parlez plein de choses comme ça qui nous intéressent. Je me demandais quelle place vous comptez faire aux acteurs privés, qui sont des start-up, qui sont des jeunes acteurs, mais qui ont le même ADN, c'est-à-dire la démocratisation de la culture. Est-ce que vous comptez les associer à votre programme et à votre politique, ce qui est un peu dans le sens de M. Macron et de l'accent qu'il met sur les jeunes entreprises? Comment vous comptez les associer, s'il vous plaît? Merci. Écoutez, merci. Et ça a l'air formidable ce que vous faites. Faites-nous, mettez-vous en contact avec nous. Venez, prenez contact par rapport à tout ce qui va être élaboré pour le Pass Culture, parce que peut-être qu'il y a quelque chose à imaginer. Mais bien évidemment, vous imaginez bien que quand je parle de vie culturelle et d'énergie sur les territoires, c'est aussi sur s'appuyer sur les entrepreneurs culturels et sur les associations. C'est indispensable, parce que là, il se passe des choses exceptionnelles. Et bien sûr que nous vous attendons et nous vous entendrons. Madame la ministre, je crois qu'il faut que nous arrêtions parce que vous allez remettre un prix à Agnès Varda, c'est ça? Agnès Varda est célébrée par rapport à son Oscar et donc je vais la célébrer. Merci d'avoir été avec nous, merci de nous avoir écoutés et à bientôt.